Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Joël Alessandra. Bonjour Joël. Bonjour Virginie, comment ça va? Très bien, nous sommes en Suisse. Mais non, Et si? on nous aurait menti. Alors, Tu ne croyais quand même pas que le bon chocolat, le bon fromage... le bon vin, parce que j'ai vu beaucoup de vignobles en venant Oui, c'est vrai. qui se jettent. Nous sommes passés à Lavaux et c'était magnifique. C'est très beau. Et surtout ces vignes qui se jettent dans le lac. Alors je sais pas si c'est le lac de Genève ou le lac Léman ou le lac... C'est le lac Léman. D'accord. Il n'appartient pas qu'à Genève. Ah oui, pardon, autant pour moi. Non, en tout cas, c'est magnifique. La région est superbe et je suis très heureux d'être ici. Donc tu dis ici parce que tu participes à un salon, donc Ouais, Tram la Bulle. Tram la Bulle. Alors, il paraît que c'est à Tramelan. Alors, je ne saurais pas situer ça sur la carte du vaste territoire suisse, donc je ne sais pas où c'est. Mais en tout cas, c'est un très chouette festival, parce que j'ai reçu à l'atelier à Arpaillargues, à côté d'Uzès, où j'habite et où j'ai l'atelier, Bruce Rennes, qui est un des co-organisateurs, et je crois que c'est le président du festival, qui est passé pour récupérer des planches originales de Dadji, car il y aura une exposition sur l'album Dadji. Et donc ça tombe bien, parce que c'est pas du tout de Dadji que nous allons parler aujourd'hui. J'adore tes transitions. Mais en tout cas, ce festival a lieu chaque année. Donc si vous aimez la BD, cette année c'est trop tard. Mais pour 2026, donc c'est en septembre, voilà, chaque année. Alors, nous sommes ici pour parler de Je et un autre. Absolument. Donc ton dernier album, qui est absolument magnifique. Merci infiniment. T'aimes bien le en prendre soin, tu le cajoles un peu, hein, en fait, ici. Non, c'est une caresse technique. En fait, non, je suis très content parce que l'éditeur, Monsieur Audin, qui est un éditeur fabuleux, Vincent, c'est lui qui a supervisé la fabrication du livre, et il a choisi un papier un petit peu toilé pour la couverture, qui est tout à fait à propos pour le sujet qu'on traite, qui est finalement assez littéraire, hein, dans un sens. Et je trouve que la sensualité du toucher qu'on a en s'appropriant cet album, en l'ouvrant et en le prenant entre ses mains, est tout à fait bien senti pour ce livre. Tout est en cohérence. Je suis très content, vraiment. De la même manière, pour le papier d'impression pour l'intérieur du livre, on est sur un offset. Alors je ne sais pas si ça parle aux donc c'est un auditeurs. peu glacé. Hein, pas du tout. Non, l'offset au contraire. Pas du tout. Pas du tout. L'offset, en fait, on a du coucher brillant et du coucher mat. Alors coucher brillant, effectivement, c'est un peu glacé. Coucher mat, c'est moins glacé, mais ça reste quand même glacé. Et l'offset, c'est un papier qui est complètement... qui boit beaucoup l'encre. Il est différent du bouffant. Oui, ça n'a rien à voir, en fait. Faut réviser, Virginie, parce que là, on va pas y arriver, sinon... Mais oui, mais il faut nous expliquer, Joël. Alors, l'offset, c'est un papier qui n'a pas vraiment de finition. En fait, c'est un papier qui est un petit peu brut et qui est très très mat et qui est tout à fait... juste pour la qualité de mes aquarelles. Oui, parce que faut dire que Joël, donc moi je ne l'ai pas encore eu dédicacé, mais quand tu dédicaces, vraiment tu fais un véritable tableau, une véritable œuvre sur le... Oui, en fait je fais, enfin un tableau je sais pas, mais en tout cas une aquarelle... Les gens l'arrachent et l'encadrent. Oui, c'est ça. Et du coup on n'a plus du tout de marché pour les originaux en galerie, puisque les... Voilà. Non, mais je fais une aquarelle effectivement en dédicace sur les pages, et le papier qui est choisi est parfait pour ce genre de dédicace. Voilà. Bon. Donc vous l'aurez compris, c'est bien plus qu'un ouvrage, c'est un véritable objet d'art. Voilà. Pour un prix, alors quand même, il faut bien dire, modique. Pour un merveilleux cadeau. Oui, alors 24 €, on peut le dire, non? Oui, on peut le dire. Ouais, 24 € quand même, moins de 30 €. C'est fou quand même. Oui. Pour plus de 164 pages exactement. Donc non, franchement, ça vaut le coup. C'est un bon rapport qualité-prix, parce que voilà. Puis c'est peut-être un bon investissement parce que tu vas devenir de plus en plus célèbre. Non, je le suis déjà. Oui, mais tu vas l'être encore plus peut-être. Mais ça me semble pas trop possible d'être plus célèbre que je ne le suis. Non, mais c'est très gentil. Par contre, je suis très touché par cette remarque. Voilà. C'est n'importe quoi ces rubriques.
en tout cas, c'est agréable de parler d'un livre dans la bonne humeur. Ça, exactement. Voilà. Et puis j'espère que c'est assez communicatif. Et surtout d'un beau livre, d'un livre intéressant et d'un bel objet. Alors, donc, ce livre traite donc de Rimbaud, mais on part donc d'un narrateur, donc Joël. Oui, c'est moi-même. Alors, j'aime bien mettre en scène. Alors, c'est très modeste. C'est d'une modestie à toute épreuve. En fait, c'est une espèce de mise en abîme, d'où le titre qui a été emprunté évidemment à un texte de Rimbaud. Enfin, c'est un texte qu'il avait écrit à son ancien professeur Isambard, voilà. Et Je est un autre est tout à fait approprié pour ce livre, il me semble-t-il, puisqu'on a une espèce d'aller-retour et de fusion entre le personnage qui part sur les pas de Rimbaud en Afrique de l'Est et Rimbaud lui-même. Donc on est Je est un autre, c'est-à-dire moi-même est un autre et est un Rimbaud. En fait, on a cet aller-retour. Et je trouve que c'est pas un titre facile, enfin, pour une bande dessinée. Il y a même un critique de bande dessinée qui, de manière off, quand il m'a interviewé, m'a dit « Oh là, ça va pas être simple, hein, vous n'allez pas en vendre beaucoup parce que le titre est compliqué quand même. » Ah, j'étais un petit peu... mais c'est vrai. Très parlant le titre. Alors oui, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué comme titre, il faut un peu se creuser les méninges, mais je pars du principe que on est quand même, on essaye de tirer un petit peu les gens vers le haut, enfin essayer que les gens, au-delà du voyage qu'on peut avoir à travers les images, qu'on essaye aussi de se poser des questions, d'essayer d'avancer, puis de suivre. Puis de toute façon, chaque livre est là pour nous donner un enseignement, donc c'est vrai qu'il faut tirer l'enseignement, et donc il faut pas que ce soit trop facile. Alors, sans être évidemment donneur de leçons, c'est pas du tout le propos, mais effectivement, essayer de parler de... Il y a plein de sujets à travers ce livre, mais c'est vrai que le Rimbaud aventurier, enfin moi je l'appelle aventurier, bien que ce ne soit pas véritablement un aventurier, mais on va dire le Rimbaud après l'écriture. Oui, parce qu'alors pour repositionner, donc Joël, le narrateur, est à Charleville-Mézières, pour situer le début, l'Incipit, et donc il a un songe avec Rimbaud. Oui, alors le narrateur, alors on appelle ça en bande dessinée une autofiction. Voilà. C'est-à-dire que je pars de faits réels, c'est-à-dire que j'ai effectivement fait une exposition au musée Charleville-Mézières, parce que j'avais déjà fait un livre, j'ai fait plusieurs livres sur la Corne de l'Afrique, mais j'en ai fait un notamment avec un poète djiboutien qui s'appelle Idriss Youssouf Elmi, et qui fait d'ailleurs, qui signe la postface du livre, qui est un poète. Magnifique. Et il a écrit un superbe texte, vraiment je suis tellement heureux qu'il ait écrit ça, et il a tellement de talent. Et ce livre, on avait fait aussi avec un Rambaldien qui s'appelle Claude Jean Collat, qui est décédé malheureusement aujourd'hui. Et à l'issue de ce bouquin, quelques planches originales avaient été exposées. Il y avait une grosse expo autour du Djibouto-éthiopien. Parce qu'il faut dire que Rimbaud, quand il séjournait en Afrique de l'Est, avait évoqué ça, avait dit ce serait quand même plus simple pour le commerce d'avoir un train qui part de tel endroit pour aller à Addis Abeba, etc. Et du coup, ce train a réellement existé après la mort de Rimbaud. On a fait ce voyage. Et les planches ont été exposées au musée de Charleville. Et j'étais effectivement en résidence pendant l'exposition et un petit peu après pour faire des formations, des ateliers, etc. Et j'étais logé dans l'ancienne maison de Rimbaud à Charleville, en face du moulin. En fait, le musée est scindé en deux parties. Il y a la rue qui sépare le moulin, où il y a des salles d'exposition, et puis de l'autre côté de la rue, qui est véritablement la maison, avec une partie où on a des plans au sol. C'est très bien fait, la scénographie est assez chouette. Et on a une cour, comme on avait dans les fermes à l'époque de Rimbaud, enfin, il y a une cour, et puis une espèce ça devait être une grange qui a été réhabilitée en studio pour héberger les artistes, les écrivains, en tout cas les gens qui sont de passage pour faire des formations. Donc effectivement... Voilà, donc on parle de là, et donc c'est vrai que donc il a un songe, où Rimbaud y croit, où Rimbaud lui dit, où l'âme de Rimbaud lui parle. En tout cas, voilà, on lui demande de partir sur les traces de Rimbaud et pour aller chercher le dernier poème. Oui, alors ça part d'un... Est-ce que je peux parler de ça ou... Enfin, ça parle d'un postulat... Oui, d'une interrogation. Pas trop, voilà, oui, pour que le lecteur le découvre, mais d'une interrogation quand même personnelle, qui est, effectivement, il y a eu
une rupture avec l'écriture. Alors, elle peut s'expliquer de plein de manières. Je pense que les Rimbaliens ont tous leur version. Mais effectivement, à l'âge de 19 ans, 20 ans, enfin 19 ans, il arrête d'écrire de la poésie. Alors toi tu as une version, tu as oui, une... Alors moi on en parlait, donc c'est vrai qu'en fait il a commencé à écrire très très jeune, et le lien avec, c'était Verlaine en fait, hein, qui lui permet de se faire connaître dans les salons, etc. Ils vont vivre une passion amoureuse destructrice, hein, un amour vraiment très, très compliqué. Et donc, à l'orée de ses 19 ans, Verlaine achète un pistolet, lui tire dessus, il le blesse au poignet, et à partir de là, donc, plus d'écriture. Donc, est-ce que le poignet, c'est ce qui nous permet d'écrire? Est-ce que c'est ce qui nous relie l'écrivain à Dieu ou le poète à Dieu? Et est-ce que là, ce coup de feu a mis un terme à l'écriture ou pas? Ça, les lecteurs le découvriront en lisant ton ouvrage. Mais, voilà, oui. Mais ça part de là. Voilà. Donc c'est vrai qu'on connaît le Rimbaud écrivain, le Rimbaud poète, le Rimbaud dans la désinvolture, mais finalement, il y avait une autre facette. Il y avait une autre facette, oui, parce que... Alors, moi, je découvre Rimbaud quand je suis plus jeune, enfin quand je suis né au collège, puisqu'on... On a tous, je crois, plus ou moins étudié, enfin en tout cas, étudié, décrypté, analysé les poèmes de Rimbaud. Et moi j'avais un spectacle, on avait un spectacle dans le collège où on était, et moi on m'avait imposé Voyelle, que d'ailleurs je remets en début d'ouvrage. Et bref, voilà, donc ça c'est mon premier contact avec Rimbaud. Et puis après, au lieu de faire mon service militaire, ça je le dis souvent parce que ça a été un tournant dans mon choix professionnel, dans ma carrière, dans ce que je fais aujourd'hui, c'était vraiment un tournant, une phase absolument primordiale. Au lieu de faire mon service militaire, je fais une coopération dans un centre culturel français à Djibouti. Et le centre culturel français s'appelle le centre culturel français Arthur Rimbaud. Alors, deuxième bazar, alors il y a des signes quand même. Et je tombe littéralement amoureux de cet endroit. Et Rimbaud, on a des courriers qu'il écrivait, alors il avait cessé d'écrire de la poésie, de la littérature, mais il écrivait beaucoup à sa sœur et à sa mère. Oui, il y a beaucoup de correspondances. Il y a un recueil de ces lettres qui s'appelle la correspondance, enfin les lettres du Harar, comme on les appelle, puisque Rimbaud va vivre les 10 dernières années de sa vie dans la Corne de l'Afrique, et notamment au Harar en Éthiopie. Et connaissant, donc j'arrive à Djibouti, et Rimbaud disait de cette région, moi j'ai eu un coup de foudre pour cet endroit, et Rimbaud dans ses lettres parle de, enfin on sent à travers ses écrits une extrême solitude, quelqu'un en colère, il se résout pas à être ici, au milieu de ces nègres qui comprennent pas, qui parlent une langue complètement incompréhensible. Enfin, ce sont ses propres mots dans mais en même temps, c'est un rapport amour-haine, hein, c'est quelque chose d'assez fort puisqu'il reste quand même 10 ans. Enfin, c'est quand même. C'est là toute sa personnalité. Je crois qu'il oscillait vraiment, entre cette colère et de notre côté cette douceur, mais qui se devait d'être en colère. Et donc moi je connais bien la région, vraiment assez bien. Enfin, ça fait plus de 30 ans que je fais des allers-retours avec l'Éthiopie, cette région d'Éthiopie en tout cas, avec le Harar, Djibouti, Tadjoura. Tadjoura qui est sur le territoire de Djibouti, mais Tadjoura c'est important parce que c'est là où il avait initié une caravane pour commercer des armes avec le Négus, avec Ménélik en Éthiopie. Donc moi, je connais bien tous ces endroits, donc je les dessine, j'en parle, etc. Et je me pose une question fondamentale qui est un petit peu le pitch du livre. On sait qu'au Harar, à l'époque de Rimbaud, toujours d'ailleurs, mais à l'époque de Rimbaud, il y a... le Harar est une ville musulmane, elle est considérée comme la 4e ville sainte de l'islam, à l'époque de Rimbaud, et au milieu d'un pays qui est traditionnellement chrétien orthodoxe. Donc déjà, c'est quand même un petit peu bizarre. Et Rimbaud se retrouve là, et au Harar réside une communauté soufie. Donc les soufis, tu connais bien les soufis, hein, expriment leur attachement à leur foi, à la religion musulmane, à travers, c'est une branche différente de l'islam, hein, mais à travers la danse, on connaît les derviches tourneurs de Turquie, le chant et la poésie. Et au Harar, le cercle soufi sont des poètes. Alors, ni une ni deux, on se dit, mais c'est quand même assez troublant que Rimbaud, qui est quand même considéré comme l'un des plus grands poètes
universel, enfin c'est quand même une des références, avec d'autres évidemment, mais Rimbaud c'est le poète incarné, fréquente ce cercle de soufis poètes, mais comment peut-il ne pas avoir envie d'écrire de nouveau de la poésie? Même si, effectivement, il dit c'est terminé, je ne veux plus du tout en entendre parler. Quand on évoque ça, on évoque la poésie autour de lui, il tourne les talons, enfin, voilà, exactement. Mais je ne peux pas croire ça. Moi, je me mets un petit peu dans ses pas, d'une certaine manière. Alors, littéralement, et aussi à travers la bande dessinée, mais littéralement, parce que, ayant vécu dans la même région du monde, j'ai l'impression de comprendre des choses qu'il aurait vécues lui. J'ai senti cette même solitude, j'ai senti cette même comment dire, rigueur du climat. Il fait 50 degrés, quoi. C'est quelque chose... l'environnement est terrible, c'est-à-dire que c'est de la roche volcanique, ce sont des déserts, et Rimbaud a parcouru tous ces chemins avec la sauvagerie et la férocité des guerriers afars qui sont là à cette époque. Il y en a encore aujourd'hui, mais maintenant ils ont des kalachnikovs sur le dos, mais à l'époque ils avaient des grandes épées et tout ça. Enfin, voilà. Et il me semble que je comprends un peu tout ce qu'il a vécu. Enfin, je ne peux pas me mettre dans sa peau, mais c'est quelque chose d'assez troublant de ressentir tout ça et de sentir cette détresse, cette solitude. Et je me dis, mais comment, avec toutes ces émotions, avec toute cette force qui l'entoure, qui suscite comment se peut-il qu'il n'ait pas créé des mots et qu'il n'ait pas dit des choses et couché des choses sur le papier? Voilà, c'est le pitch de l'album. J'en dirai pas plus, mais donc, c'est cette volonté, en fait, d'aller-retour un petit peu fictif, hein. C'est pour ça qu'on parle d'autofiction, parce que les voyages, je les ai faits, donc je le fais passer... il passe brièvement à Jeddah, donc je vais à Jeddah, je dessine à Jeddah, enfin, je dessine un petit peu à Tadjoura, au Bok, où il est passé, je vais un petit peu partout, je rentre dans la résidence de la Garde, qui était le premier gouverneur de Djibouti, enfin en tout cas d'Obok, qui devait lui donner les permis pour pouvoir faire du commerce d'armes, etc. Enfin bon, je vais partout, etc. Tu le fais revivre. Je sais pas, enfin en tout cas, et c'est pour ça qu'on parle d'autofiction, c'est-à-dire que c'est auto-fiction, auto parce que c'est de la réalité, hein, c'est du terrain, et fiction parce que, évidemment, on a zéro trace d'un écrit de Rimbaud aujourd'hui, mais c'est assez intéressant. Alors on ne sait pas si effectivement il a écrit ou pas, il faut lire le livre, mais même en lisant le livre, est-ce qu'on saura vraiment? Peut-être pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'il s'est mis à l'épreuve. Il a éprouvé sa foi. Et donc la solitude, il y a toujours la solitude dans l'épreuve de toute façon. Quand on est face à une épreuve, on est seul. Et on a beau être entouré, c'est seul qu'il faut passer cette épreuve-là. Et là, on a vraiment la sensation, quand on lit ton ouvrage, qu'on est dans cette solitude dans l'épreuve, qu'il s'empêche certaines choses pour s'en autoriser d'autres. Mais il y a cette colère, donc après évidemment on peut partir dans plein de suppositions, voilà. Donc Verlaine est emprisonné pendant 2 ans, mais il sort, il se revoit plus, donc voilà, on peut envisager plein de choses, mais voilà, il y a vraiment cette solitude et puis bon, cette vie atypique. Et alors, on sait, ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à ce que tu dis, c'est un personnage, comme tu disais tout à l'heure, qui est très contradictoire finalement, qui est tiraillé. Toujours dans la contradiction. On connaît évidemment son amour pour Verlaine et donc ses penchants aussi homosexuels d'une certaine manière, enfin pas d'une certaine manière d'ailleurs, mais son idée fixe quand même, et on a ça dans ses courriers du Harar, son idée fixe c'est de faire fortune déjà, que le commerce lui rapporte beaucoup d'argent, qui lui permettront d'épouser une femme de bonne famille et de fonder une famille et d'avoir des enfants qu'il élèverait à sa manière. Enfin, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il écrit. Et ça, c'est assez étonnant quand même. C'est vouloir entrer dans le cadre. Exactement. Ouais. Et alors, on sait qu'il a eu une liaison avec une Éthiopienne, Mariam, dont je parle c'est un petit peu aussi l'objet du livre, qu'il a eu une liaison avec elle, mais on est quand même à une époque coloniale, enfin
pré-colonial et déjà colonial, puisque les Français sont déjà à Djibouti, les Turcs et les Anglais en Éthiopie, enfin on est déjà dans cette époque précoloniale, où le noir, en fait le nègre, enfin c'est pas péjoratif, enfin, c'est comme ça oui, on est dans le contexte, bien sûr. On est dans le contexte, il compte moins que rien. Donc pour Rimbaud, avoir cette liaison avec cette Mariam qui était quand même chrétienne, bon, ça la sauve un petit peu, mais il peut pas faire sa vie avec, c'est une femme, mais il va pas fonder un foyer avec elle, donc il la répudie assez rapidement. Enfin, il passe quelques années avec elle quand même, mais il la répudie pour pouvoir s'engager dans son aventure de commerce avec les armes pour Ménélique. Et c'est... Par ailleurs, on sait qu'il avait un aide dans sa concession, dans son comptoir au Harar, qui s'appelait Djami. Et étonnamment, il lègue pratiquement toute sa fortune à Djami avant de mourir. Donc, y avait-il une liaison aussi avec Djami? Ça, on ne le saura jamais, mais il en... Pour Mariam, on a des témoignages. En fait, il y a des contemporains qui l'ont croisé au Harar, qui ont témoigné de ça, qui l'ont écrit, qui en ont parlé. Pour Djami, on ne sait pas s'il y avait quoi que ce soit, mais le fait qu'il avait en tout cas énormément d'affection pour lui, puisqu'il lui lègue quand même beaucoup d'argent. Ou il se reconnaissait en lui, peut-être. Peut-être, parce qu'en fait, on a vraiment l'impression que Verlaine, quand il rencontre Rimbaud, il est marié, il a des enfants, donc lui, il est dans le cadre. Ouais. Et Rimbaud le fait sortir de ce cadre, et à la fin de sa vie, la vie fut courte pour lui, mais lui, il a pour objectif de rentrer dans un cadre. Ouais. Mais le cadre est toujours trop étroit. Toujours trop étroit. Ouais. Et de la même manière, il avait cette terreur aussi d'être attrapé par les gendarmes, parce qu'il n'avait pas fait son service militaire. Et là, il demande souvent à sa sœur et à sa mère, avez-vous eu la visite des gendarmes, machin, qu'en est-il de mon service militaire, etc. Ouais. Alors qu'il s'engage très tôt dans l'armée hollandaise pour partir à Batavia parce qu'il y a une prime à la clé, etc. Mais il déserte aussitôt, en fait. Une fois arrivé en Indonésie, il déserte aussitôt. Alors, moi j'étais en Indonésie il y a quelques mois, j'ai passé 3 semaines, et il y a un Français qui a écrit un bouquin justement sur les années Rimbaud en Indonésie, et qui a retrouvé un petit peu le parcours qu'il a fait une fois qu'il s'était barré de son bateau, etc., pour repartir ensuite en Angleterre par un autre bateau. Donc c'est quand même, quand on parle de l'homme aux semelles de vent, on est en plein là-dedans. Enfin, il s'arrête jamais, en fait. C'est la fugue. Il s'arrête jamais. Fugue. Et c'est le marcheur. C'est le marcheur, quand on voit toutes les caravanes qu'il entreprend entre Aden. Aden se trouve au Yémen, donc il faut qu'il traverse la mer, qu'il reparte. Moi, encore une fois, je connais plutôt bien la région, et donc ce sont des déserts de lave, etc. Bon, ensuite, pour monter au Harar, il y a 1000 mètres de dénivelé, il faut monter. Mais pour l'épisode des armes et du commerce, c'est quand même assez époustouflant. Parce que quand on connaît la région, il part quand même avec une caravane, alors des ânes, des dromadaires, etc. Il attend très longtemps les dromadaires, il attend les permis, enfin c'est compliqué. Bon, finalement il arrive à partir, il monte jusqu'à Ankobert. Ankobert se trouve à près de 2000 mètres d'altitude, donc il part du niveau de la mer et il remonte. Quand on voit les montagnes, c'est des montagnes de lave, etc. Enfin c'est éprouvant au possible. C'est vraiment le calvaire, c'est vraiment un chemin de croix d'une certaine manière. Et il arrive à Ankobert, qui est la capitale de Ménélique. Du Négus, on lui dit, ah ben non, mais il est pas là, il est allé au Harar pour... donc il redescend, et après c'est la croix et la manière pour se faire payer, parce qu'on lui signe des lettres de gage, mais il faut qu'il aille au Harar se les faire payer par... alors je me souviens plus de son nom, mais par... voilà, et qui lui dit, mais non, mais moi j'ai pas d'argent, il faut attendre, non, il est trimballé, mais il jette pas l'éponge. Il marche, il repart en marchant, il va chercher ses sous, il repart. C'est quelque chose d'incroyable. Il ne sent non plus qu'il ait un cancer de la jambe, qu'il soit amputé ensuite. Voilà. Et d'ailleurs, donc c'est Verlaine qui le surnommé l'homme aux semelles de vent. C'est Verlaine, oui. Et c'est vrai que c'est Hermès aussi. C'est le dieu dans la mythologie, le dieu aux sandales ailées. Oui, mais c'était le messager aussi. Voilà, le messager, le dieu du voyage, le dieu qui apporte des messages. Et c'est vrai que je crois que les poètes ont pour but d'apporter des messages. C'est beau ce que tu dis, d'accord. Oui, merci, t'es pas venu pour rien. Non, mais je n'avais pas fait ce... Oui, comme quoi, hein,
Et c'est vrai que le poète, finalement, on a l'impression qu'il va chercher dans les cieux un message à transmettre aux hommes, et après ils en font ce qu'ils veulent, mais en tout cas le message est transmis. Et dans la lettre du voyant, Rimbaud décrivait sa volonté, je cite, de créer une langue nouvelle, de l'âme pour l'âme, résumant tout, les parfums, les sons, les couleurs de la pensée. Waouh. Ouais. Et je crois que c'est vraiment... en fait, c'est ce que tu as réussi à faire avec cet ouvrage. Parce que... mais si, non mais tu es trop humble. Mais moi je trouve que quand on ouvre, donc on sent les parfums avec les dessins, avec les arbres, Bon, déjà, on sait que tu fais certaines couleurs au café, et là, j'ai bien remarqué que quand tu remplissais la vignette de café, c'était justement les écrits de Rimbaud que tu mettais. Et après, donc, et c'est vrai que tu nous mènes dans cet univers où on sent, on entend, on a cette perception, et moi, il y a un dessin qui me plaît beaucoup, je te l'ai dit hier, c'est quand il est au pied de l'arbre. Et en fait, je trouve que ce dessin, il résume tout, en fait. C'est un jeu est un autre, en fait. Oui, voilà, mais chacun de nous a un jeu qui est autre. Le personnage, tu vas peut-être le montrer, mais le personnage, en fait, qui est le jeu, c'est-à-dire c'est moi-même, se tient debout sous un arbre. Alors, il y a des arbres absolument magiques en Afrique et en Afrique de l'Est. Il y a des figuiers étrangleurs qui sont foisonnants, qui sont énormes, qui sont absolument magnifiques. Et je me tiens debout, et l'ombre projetée au sol, c'est l'ombre de Rimbaud, en fait. Ouais. C'est Rimbaud. Donc jeu est un autre, les deux se mélangent. Et voilà. Donc oui, c'est une volonté. Alors, tu parles de sentir, d'avoir les odeurs, d'avoir les images, etc. Mais moi, cette région m'habite véritablement. Enfin, j'y retourne, dès que je peux y retourner, j'y retourne. C'est un appel pour toi. Tu ressens le besoin d'y retourner. J'ai l'impression, ça me manque là. Donc j'y suis allé, j'y suis retourné de nouveau il y a 2 ans pour documenter le livre, pour vraiment aller enquêter au Harare. Et on disait, je ressens ce qu'a ressenti Rimbaud. Il y a un passage qui est absolument... il en parle dans ses courriers. Il parle des hyènes, des chiens, etc. Et c'est vrai que quand on dort au Harare, c'est un continu, en fait. Je comprends son agacement, parce que c'est une ville, c'est la 4e ville sainte de l'islam, mais comme c'est un pays chrétien, il y a beaucoup d'églises. Et en fait, les deux religions se tirent la bourre. Les chrétiens, normalement, ne chantent pas comme le muezzin appelle à la prière. Mais non, les chrétiens, ils commencent. Alors, ils chantent. Alors, jusqu'à 4h du matin, ils chantent. Alors, ils chantent. Voilà. Alors, quand ils ont fini de chanter, c'est le tour du muezzin, Allahu Akbar, donc qui appelle à la prière. Et quand le muezzin a terminé, il y a les chiens qui commencent à hurler et tout ça. Et Rimbaud parle de ça dans ses... Et moi, je l'ai vécu. C'est des choses... Et je comprends l'agacement, qui veuille tuer les chiens, qui veuille les... Voilà. Alors après, ça peut être aussi le fait qu'il y ait ce bruit, c'est pour couper le mental. Et pour couper aussi, tu vois, des fois, quand on est dans un environnement qui est très bruyant, on a du mal à se connecter à ses forces supérieures et à ce divin. Et du coup, le mental, soit il se coupe, soit il se focalise justement sur ce bruit qui nous agace. Et du coup, et moi, en fait, je l'ai compris comme ça. J'ai compris qu'en fait, quand il arrivait là, il était coupé de des pensées des cieux et du divin qui lui transmettait et que lui écrivait. Et du coup, tu vois, il avait c'était encore l'épreuve. Il s'empêchait de, tu vois. Ouais. Mais peut-être pas du tout. Hein. C'est simplement il y a cette ressenti à la lecture. Il y a quelque chose d'assez rigolo dans ce que tu dis. Enfin, rigolo, c'est pas très drôle, hein, mais d'assez étrange. C'est que tu parles de l'épreuve. Et aujourd'hui, quand on va au Harare et qu'on veut visiter la maison Rimbaud, on nous emmène dans une maison qui est somptueuse. C'est une maison qui est aujourd'hui le musée Rimbaud au Harare, qui est une maison somptueuse. C'était une maison en fait, c'est pas du tout la maison de Rimbaud, c'était une maison d'un riche commerçant indien, qui a été construite en plus, je crois, 50 ou 60 ans après la mort de Rimbaud, donc il n'y a rien à voir. Il n'y a jamais été. Et quand on enquête un petit peu, qu'on essaie de savoir et tout ça, on trouve la véritable maison de Rimbaud, qui en fait est un hangar. En fait, c'est une espèce de... C'était un comptoir, c'était un commerçant, il commerçait le café, l'ivoire, etc. Donc il fallait de la place. Et en fait, c'est quelque chose de très modeste, voire extrêmement rustique, enfin très inconfortable.
Alors effectivement, ça a bien vécu, enfin, c'est une vieille maison maintenant, mais c'est pas vraiment une maison. Et il habitait au-dessus du hangar en fait. Et dans l'épreuve, c'est-à-dire qu'au quotidien, il y avait zéro confort. Donc on essaye de nous montrer une espèce de maison de riche, etc. Parce que le poète, Rimbaud, la notoriété, tout ça, mais pas du tout. C'était quelqu'un qui travaillait, qui était un dur à cuire, qui était un dur à l'épreuve, qui était un laborieux en fait. Déterminé. Ouais. Alors je sais pas de quel signe il était, Rimbaud. Je sais pas parce qu'on parle beaucoup de signes depuis quelques temps. Mais il est né quand? On n'a pas sa date de naissance. Je sais qu'il est mort le 10 novembre. Mais il ne donne pas son signe. Ça serait intéressant de le regarder, voir s'il y a une corrélation dans cette... mais oui, on a l'impression qu'il s'inflige des choses... Voilà. Oui. Et alors, est-ce que quand tu es arrivé au Harare, tu as eu la même question, est-ce que tu t'es demandé pourquoi ici? Alors toi personnellement, et après quand tu y es retourné pour suivre Rimbaud. Alors c'est vrai que c'est, pour parler de manière assez abrupte, c'est le trou du cul du monde. C'est vraiment une ville qui est originairement médiévale, enfin même plus vieille, avec des portes, c'est ceinturé, enfin il y a une enceinte avec différentes portes qui ont chacun un nom, et voilà. Mais il n'y a rien, autour il n'y a rien. En fait c'est l'Ogaden, il y a la Somalie, c'est du désert, il n'y a rien. Il y a de la culture de café, il y a de l'ivoire, mais il n'y a pas de... C'est pas une route commerciale, vraiment pas. Enfin comme peut l'être Aden où il y a la maison mère des frères Bardet. Là, il y a les bateaux qui descendent de la mer Rouge, qui s'arrêtent là, il y a vraiment du transit, là, non, il n'y a rien. Mais je crois qu'il se dit que justement, comme il n'y a rien, il y a tout à créer. Et qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose de neuf, il peut amener comme lui... Comme la page blanche, il n'y a rien au départ, il y a tout à créer. Ah ouais, j'avais pas fait ce rapprochement-là, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Et ça marche un peu quand même, il arrive à pas à faire fortune, mais en tout cas à amasser quelques sous, à faire tourner la baraque, comme on dit. Voilà. Mais là, on a quand même la sensation, donc quand on lit les biographies et quand on lit ton ouvrage, qu'il s'en va, mais là, il est dans la fugue, mais la fugue lui pèse. Il y a beaucoup de correspondance avec sa mère et sa sœur, tu l'as dit tout à l'heure. Cette solitude qu'il essaye de... Voilà, il n'arrive pas à couper cette fois-ci. Non. Ouais. Il n'arrive pas à couper et il est toujours en train de demander des livres aussi. Il est toujours en train de demander dans ses courriers, est-ce que vous pouvez m'envoyer l'almanach, un tel... Alors je ne sais pas comment il se documente, il n'y avait pas internet. Je ne sais pas comment il connaît les références des livres qu'il commande à sa famille. Mais oui, alors il commande aussi un appareil photo. Il y a c'est Jean-Luc, je ne sais plus son prénom, mais Fontaine, qui a fait un très très bel ouvrage autour des photographies de Rimbaud et en tout cas autour de la photographie contemporaine de Rimbaud. Il commande un appareil photo. On a quelques clichés, notamment on a 3 ou 4 images en autoportrait, donc on les connaît ces images. Moi j'ai essayé de reproduire un petit peu dans le livre, de ses contemporains aussi. Mais la plupart du temps, les photos, on n'arrive pas à les déchiffrer. Et puis, alors il y a eu une découverte d'une dernière photo de Rimbaud qui a été exhumée, récemment, mais bon, très controversée. C'était pas un professionnel de la photo. Il découvrait un petit peu le procédé. Il avait des produits qui étaient, le temps que ça arrive, et puis le climat est quand même très très rigoureux. Tout ça fait que des eaux mauvaises, enfin voilà, on n'a pas quelque chose de très tangible et très très peu de clichés. Alors au musée Rimbaud, au Harare, il y a les photos qui sont exposées, enfin qui sont mises en avant, et des photos d'autres photographes contemporains à Rimbaud qui sont passés au Harare et qui exposent aussi au musée Rimbaud. Donc on a une assez bonne idée de comment était le Harare à l'époque de Rimbaud, donc quelque chose d'assez austère. Dur. Ouais. Alors, a fortiori, parce qu'on n'a pas les couleurs sur ces clichés, et aujourd'hui, Harare est très coloré.
D'accord. Les maisons sont repeintes à chaque fin de Ramadan, toutes les maisons sont repeintes. Alors on a des roses assez fluo, des verts, des bleus intenses, et c'est assez magique, hein, c'est assez magnifique. Toutes les rues sont pavées, les Hararis sont d'une gentillesse et ont le cœur sur la main, ils nous ouvrent leur maison facilement, enfin, c'est vraiment très très chouette. C'est pour ça que ça te plaît. Je sais pas, ouais, il y a une vie. Alors en plus, bon, moi j'ai cette chance de dessiner. D'ailleurs, on a fait plein de vidéos où je m'assois, au bout de 5 minutes, il y a quantité de gamins qui arrivent, et puis alors je montre ce que je dessine, et ça crie, ça chante, et alors il y a une petite fille, sa vie, qui m'emmène, voilà, alors, non, c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. De toute façon, je crois que bon, toi tu ne fugues pas, mais tu es l'homme aussi aux semelles de vent. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, le voyage c'est quelque chose d'assez vital ça pour moi. Ça fait partie de toi. Ouais. Là, je retourne en Mauritanie très bientôt. Là, en plus, on va partir en plein désert de nouveau pour faire dessiner les gamins. Enfin, moi, j'adore ce contact. Enfin, c'est quand même assez... voir ce sourire... sur les visages de ces enfants qui sont voilà, en Mauritanie, vers Chinguetti, Ouadane, etc. Ils n'ont rien. C'est du sable. Voilà. Du sable, rien que du sable, comme disait Hugo Pratt. Et c'est quand même assez chouette d'amener une petite étincelle de quelque chose qui les fasse rigoler. Et c'est pareil aussi dans les camps de réfugiés du côté de la Somalie, là, où ces gamins, ben voilà, moi j'arrivais avec des cartons, avec des crayons, des feuilles et tout ça sur les épaules, et puis c'était la fête, quoi. C'était la fête, parce qu'ils sont... ils peuvent pas sortir du... Il y a tout, c'est un camp sédentaire là où j'allais, et ce camp, il y a la mosquée, il y a l'école, etc. Tout est là. Sortir du camp, c'est aller dans le désert, il n'y a rien d'autre. Enfin, voilà. Donc ils grandissent là et ils meurent là. Belle perspective de vie quand même. Oui, mais tu te rends compte ce que tu leur offres, ce que tu leur transmets, parce que c'est bien plus que des crayons, c'est bien plus, tu leur transmets déjà un souvenir, tu leur transmets une rencontre, c'est ce qui te nourrit aussi. Oui, mais je crois que c'est ça. Ouais, je crois. Alors c'est pas du tout pour avoir bonne conscience de quoi que ce soit. Non, pas du tout. Vraiment pas, mais je suis pas médecin, je suis pas... Enfin, voilà, j'ai pas... Tu le fais parce que c'est un besoin pour toi de transmettre. Oui, et puis bon, par ailleurs, je fais des formations aussi pour des jeunes auteurs au Kivu, enfin au Congo, au RDC. Voilà, et là on est vraiment dans la transmission parce qu'ils ont un talent dingue, ils dessinent vraiment super bien. Il leur manque un petit peu de technique, il leur manque comment on scénarise, comment on amène un récit, qu'est-ce qu'on va raconter, etc. Donc on travaille là-dessus et c'est passionnant. Bah oui. Voilà. Le prochain projet ? Alors, il y a... On sait que tu as beaucoup de voyages. Il y a beaucoup de voyages. J'aimerais... Alors, bon, là, il y a un bouquin qui est en préparation chez Delcourt. Là, c'est moins gai. Tout de suite, là, on parle de migrants et de parcours de migrants. Donc, je travaille avec Jérôme Toubiana, qui est quelqu'un qui vient de chez MSF et qui a récolté des témoignages de migrants, et notamment leur séquestration dans des hangars en Libye où ils sont torturés, où leurs familles sont... Enfin, voilà, on demande de l'argent aux familles sans arrêt, et c'est énormément de gens, ils sont plus de 400 par hangar, enfin, il y a vraiment un esclavage et une traite de l'humain qui est absolument insupportable. Et c'est assez compliqué à dessiner parce que moi je reçois les photos de Jérôme où on voit vraiment tous les sévices, enfin en tout cas les manifestations visuelles de tous ces sévices, de toutes ces tortures, et c'est poignant, vraiment c'est poignant. Et quand les témoignages de migrants, quand il y en a certains qui disent ils ont rencontré au bout de pérégrination, ils trouvent l'amour, il y en a un qui tombe amoureux d'une Érythréenne, et voilà, et puis finalement ils trouvent le moyen de partir, et puis ils se font kidnapper par les Libyens, et la femme est enlevée, on ne sait pas ce qu'elle devient, il la reverra jamais d'ailleurs. Donc c'est quand même monstrueux, enfin on se dit mais de quoi est capable la nature humaine, quoi. C'est pour des dollars, quoi. Enfin bref, voilà, ça c'est un projet, voilà. Mais il faut parler de ces choses-là. Alors il y a des alors ça changera pas la face du monde, ça
mais au moins on aura semé quelque chose qui peut-être... voilà. Après j'ai un autre bouquin aussi sur les PMA qui n'a rien à voir. Bon voilà, il y a toujours plein de projets, il y a tellement de choses à raconter. Voilà. C'est le temps qui manque un peu. Alors d'ailleurs pour faire un album comme ça, tu mets combien de temps? C'est très compliqué à quantifier parce que c'est une histoire, comme tu le sais bien, on mûrit beaucoup les choses. Sûr, et donc ça c'est du travail ou pas? Comment tu quantifies ça? Bah oui, parce qu'il faut être en mode réceptif quand même, en mode réception. Après, il y a les voyages, alors moi je sais toujours, dans les ouvrages que je fais moi-même, que je scénarise moi-même, je sais toujours le début, la fin, où je vais arriver, mais souvent je ne sais pas comment je vais y arriver, par quel chemin, par quel méandre, et puis je construis l'histoire au fur et à mesure. Et comme je suis quelqu'un de très visuel, en fait l'histoire se construit par les images. Et donc je peux... Donc tu dessines. Je dessine, je dessine beaucoup, je vais sur le terrain, ça aussi, est-ce que c'est comptabilisé dans le temps d'élaboration de l'album ou pas, le voyage? Enfin voilà, oui, c'est très compliqué. On peut dire, un ouvrage comme ça, on va dire 6 mois à peu près pour le faire, 164 pages. Après, c'est aussi, si on parle bande dessinée, on est un petit peu loin de la bande dessinée, dans le sens où on est plus proche du carnet de voyage, de quelque chose de très illustré. Alors il y a des bulles évidemment, mais il y a plus ce qu'on appelle le gaufrier. En fait, le gaufrier c'est comme pour le moule à gaufre en fait, les cases, comme chez Hergé ou comme Lubac et Mortimer, etc. Tout ça, non, ça j'essaie de m'affranchir le plus possible du gaufrier et d'avoir plutôt une narration qui se fait par le voyage, encore une fois, mais le voyage à travers les images. C'est-à-dire on se laisse guider. Alors il y a beaucoup d'images, beaucoup de dessins qui ont été faits sur place, que j'ai scannés de mes carnets qui sont mis directement, il y a des illustrations qui sont refaites, il y a des dessins sur des bulletins de train, il y a des tickets, il y a des gens... On est vraiment dans l'écriture graphique du carnet de voyage, on va dire je cherche mes mots, mais dans l'expression du carnet de voyage, voilà. Et alors, est-ce que, donc, quand tu es sur place, tu dessines, et est-ce que quand tu rentres après en France, après plusieurs mois, est-ce que tu redécouvres tes dessins? Tu sais, Claude Simon disait que le principe de la photographie, c'était pas tant de la regarder, mais c'était qu'elle nous permettait de nous replonger dans un espace-temps, et c'était là la magie de la photographie. Je te dirais même plus, moi je dois avoir je sais pas combien de carnets, peut-être une centaine de carnets, à chaque fois que je fais un voyage, j'entame un carnet, alors ils sont jamais complètement terminés, hein. Mais je peux prendre des carnets d'il y a 5-6 ans, même 10 ans, je prends le carnet, j'ouvre, et en fait, je me replonge immédiatement dans le moment où j'ai fait ce dessin. Mais vraiment. Ouais, ça te replonge. Ah oui, mais littéralement. Parce qu'en fait, contrairement à la... Alors, il ne faut pas généraliser, mais en tout cas, moi, quand je fais de la photo, surtout avec le numérique ou avec ton téléphone, tu fais des dizaines de photos et tu ne prends pas vraiment le temps ni de cadrer, ni de... Le dessin, tu es obligé de te poser, tu es obligé de t'asseoir et de t'imprégner de ton environnement. Parce que quand tu fais un dessin, tu vois, c'est valable pour les urban sketchers, c'est valable pour les carnettistes, etc. L'angle est primordial, c'est-à-dire que tu vas pas t'asseoir et dessiner n'importe quoi. Tu vas t'asseoir, puis tu vas regarder qu'est-ce qui est le plus intéressant à dessiner. Un angle, alors d'abord un premier plan avec un arbre, un truc, etc. Donc forcément tu es obligé de regarder, de prendre le temps, de t'imprégner de ton environnement. Et ça reste... Et puis ensuite tu as ce geste qui est le regard, la main, le regard, le cerveau, la main, et tout ça est intimement lié, et forcément c'est inscrit dans ton inconscient. Enfin, et reprendre un carnet de même il y a 10 ans, tu te replonges, tu sais à quel moment tu étais, comment, quasiment les odeurs, quoi. Enfin, t'es vraiment, et c'est ça qui est fabuleux avec le dessin. Mais tu as ça en toi parce qu'on a fait pas mal de routes aujourd'hui, et en fait quand tu vois un paysage, tu t'en rends pas compte parce que ça fait partie de toi, mais en fait tu le décris et on a l'impression que tu le dessines. Mais tu t'en rends pas compte, hein, mais je regardais, en fait, on s'est arrêté à Lavaux pour prendre, et en fait tu dis, ah là ça fait ça, là ça fait... Et en fait tu mets des mots, alors, moi je ne vois pas du tout, moi je vois c'est beau, ça me suffit, parce que j'ai pas cet œil-là, et toi en fait tu mets des mots sur le paysage,
Et en fait, toute la journée, je me suis dit, mais en fait, il me fait vivre le paysage. Tu as dessiné, c'est vrai, tu as dessiné les paysages et tu t'en rends pas compte. Ah non, pas du tout. On est passé dans un petit village qui s'appelle Valengin et tu as fait pareil ce matin. Tu as dit, oh là là, là il y a ça, le village où il y a l'église romane. Oui, voilà, exactement. C'est très beau. C'est vrai, et en fait, tu arrives à mettre, et moi je vois, voilà, c'est beau, mais pas plus pour moi, et toi, tu le dessines en fait. Quand tu regardes quelque chose, tu arrives à le dessiner. Mais en fait, avec des mots, là, pour le coup. Ouais, peut-être, mais le dessin, c'est pas un. Alors, c'est très compliqué à décrypter, mais. On me dit toujours, ah mais moi je suis pas doué en dessin, etc. Mais en fait, tu regardes, tu dessines, enfin, c'est simple. Oui, bon, alors moi je regarde, je dessine, si tu regardes ce que j'ai dessiné, c'est plus pareil. Mais en fait, tu es un modèle, il suffit de reproduire, voilà, tu as une arête d'un clocher, l'art roman, donc c'est carré, c'est très. Pour le coup, c'est presque cistercien, il n'y a pas de fioriture, c'est très. Donc c'est facile, c'est une ligne, tu dessines une ligne, voilà, tu as une fenêtre, tu dessines une fenêtre, et puis c'est un aller-retour. Alors effectivement. Oui, il y a la perspective, non, mais il y a évidemment, il y a du métier, il y a de l'habitude, il y a tout ça. Mais ce que je dis toujours, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu dans ces dessins-là. Bon, c'est-à-dire que il n'y a pas de dessin raté ou de beau dessin. Enfin, l'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est d'avoir un entraînement déjà, et puis surtout d'avoir un témoignage et de t'imprégner du lieu. Parce qu'ensuite, si tu dois le redessiner pour en faire un album de BD ou quoi qu'est-ce, ou une aquarelle ou quelque chose d'élaboré, tu peux pas le faire. Ça, c'est vraiment du vécu. Hein. Tu peux pas dessiner d'après une photo alors tu peux dessiner après une photo, mais il faut que tu sois allé sur les lieux. Voilà, il faut que tu te l'appropries en fait, le lieu, faut pour que restituer. Tu digères ce lieu pour pouvoir Et c'est vraiment, ça change la donne. Ça change la donne sur le rendu du dessin et sur le fait que tu sois... que tu t'appropries l'album, que tu vives... C'est comme dans un film en fait, quand tu vas au cinéma, si tu te mets pas à la place du héros, c'est raté quoi. Enfin, il me semble, il faut que tu t'identifies au personnage, faut que c'est la même chose. T'aimes bien Thor, c'est ça? Alors, non, mais moi aussi j'ai un gros marteau. Mais bon, ça on n'est pas là pour en parler. Bah non. Et puis je croyais que t'étais pas bricole. Pas du tout, pas du tout. Ouais, alors ça. Non, mais c'est vrai que un livre, c'est pareil. On a besoin de se l'approprier pour ensuite... et d'ailleurs, quand on les relit régulièrement, mais on découvre toujours des petits éléments et parce qu'on évolue et donc ça s'adapte. Ah oui, c'est toi qui me disais, ce matin, on parlait de ça, que tu peux lire plusieurs fois un même roman et en fonction du moment... Oui, voilà, moi je lis Madame Bovary chaque année, c'est un roman que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que chaque année, voilà, je découvre de nouveaux éléments, je découvre... c'est passionnant, oui, et c'est... En fait, t'as pas besoin d'en acheter beaucoup, alors tu t'achètes un et puis ça te fait 10 ans, quoi. C'est ça. Ouais, c'est bien, c'est économique, Alors c'est pas bon pour le business, hein, quand même. C'est pas vrai, il ment. Évidemment. Mais bon, donc moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé cet ouvrage. Et bon, c'est vrai que Rimbaud, on a tous cette affection, parce qu'il est entouré de mystère, cet homme. Oui, mais lui-même, lui-même est un mystère. On aimerait percer... comme ses yeux. Certaines facettes. Derrière ses yeux perçants, là, on ne sait pas... Mais voilà, mais après, c'est quelqu'un de brillant, de toute façon, c'était quelqu'un de brillant. Il parlait, alors je ne sais pas si le fait de parler des langues prouve une certaine intelligence, mais en tout cas, il parlait l'amharique, donc c'est l'éthiopien, il parlait le harari, qui est la langue éthiopienne, mais du harar, il parlait l'arabe. Enfin, c'est quand même... Et puis c'est une preuve aussi de respect de l'autre et d'apprendre sa langue. C'est ça, de se fondre finalement. D'être accepté. C'est finalement une forme de respect malgré tout. Je veux simplement lire le dernier paragraphe donc de la postface. Ce livre emporte, il transporte, il fait halte dans les ports, s'attarde sur les visages, suit les pistes. Le passé y croise le futur, le présent s'y suspend entre deux traits de pinceau. Et si je est un autre, alors peut-être sommes-nous tous un peu Rimbaud, un peu Joël, un peu Mariam, un peu perdu, un peu vivant.
C'est très beau, hein. C'est magnifique. Parce Alors, que c'est vraiment ce qu'on ressent à la fin de l'ouvrage, quoi. On se dit, est-ce que moi aussi, est-ce que je partirai, est-ce que je ferai ça, est-ce que... Et en fait, Jeu est un autre, mais je crois que tu as... D'où est venu ce titre? Donc tu l'as dit, tu l'as emprunté... Oui, au texte que Rimbaud avait écrit. Mais ça a à résonné son en ancien. toi quand même, pour que tu le choisisses. Je sais pas. Alors, parce qu'il y a eu plein de mots c'était une évidence parce que les Ouais. titres de romans graphiques, de BD, même de romans tout court, c'est quand même c'est quand même quelque chose de stratégique pour la vente. Enfin bon, on Oui, va pas bien se sûr. gâcher. Hein. Ouais. Et bizarrement, enfin, je m'attendais vraiment à un refus catégorique de l'éditeur. Mm. Et il me dit pareil, hein, comme m'avait dit le chroniqueur BD, en me disant mais c'est compliqué, on n'y comprend rien, c'est quoi alors il faut des titres un peu accrocheurs, un peu voilà, etc. Ben, là, bizarrement, personne ne m'a rien dit au niveau de Oui, parce l'équipe qu'il était éditoriale. juste ce titre. Et j'ai trouvé ça super. Enfin, et je vois pas d'autres titres pour ça. Et puis si c'est trop compliqué, bah tant pis quoi. Enfin, je Puis veux de dire, toute façon, tout le monde ne peut pas... Enfin, un ouvrage n'est pas destiné à tout le monde au même moment. Donc peut-être que celui qui se dit « Oula, ça c'est trop compliqué, on verra ben, », c'est qu'il n'est pas prêt à le lire. Et donc Oui, 10 ans enfin, plus tard, il le sera. Et, après, il ne faut pas essayer d'être trop élitiste non plus, mais, Oui, bien mais je pense sûr. que le fait aussi d'avoir une approche assez douce, en fait, c'est ce qu'on me dit pour l'ouvrage que je suis en train de faire chez Delcourt, là, sur les migrants. Moi, j'ai une manière de travailler quand même qui est à l'aquarelle, qui est quand même c'est pas de l'acrylique, c'est pas de l'huile, c'est pas de l'iPad ou enfin je veux dire c'est pas de l'informatique, c'est quelque chose de très doux, c'est de l'aquarelle. En plus je n'encre pas, c'est-à-dire que mon ancrage est fait au crayon, donc le lien entre l'aquarelle et le contour des personnages et des corps, etc., il se fait tout en douceur. Et c'est pour ça que ça passe, c'est une manière de désamorcer un petit peu la terreur, notamment sur les livres des migrants. Ça permet de faire passer des messages de manière plus douce, parce que sinon ce serait insupportable. Et de la même manière sur le livre Je est un autre, ça rend plus simple les choses. C'est-à-dire que à travers l'aquarelle, à travers l'illustration, à travers les beaux dessins de paysages, on arrive à rentrer dans des choses un petit peu plus profondes. Notamment, il y a une longue tirade sur le soufisme, sur justement que cherchait inconsciemment peut-être Rimbaud à travers le soufisme, une certaine... je crois que fondamentalement, inconsciemment, même s'il disait qu'il arrêtait d'écrire et tout ce que tu as écrit et tout ce que tu as analysé par rapport au coup de feu dans la main, etc., qui me semble très juste. Hein. Je pense que c'est quelque chose de très logique, finalement, de très cohérent. Je crois qu'il ne se satisfaisait pas non plus de sa poésie. Il cherchait, et je crois que c'est un petit peu peut-être dans sa nature, de chercher comment dire, l'éminemment, l'élitisme, enfin, dans l'expression de... le fait de chercher le mot juste qui va exprimer le plus juste, le plus profond de sa pensée, etc. Et je crois que la poésie, le soufisme, la poésie du soufisme cherche ça, d'une certaine manière. Oui. Je crois que c'était le mot de la fin. Non. Mais c'est peut-être un signe qui sait. Que c'est faux, alors, que je raconte des conneries. Non, voilà. Non, mais c'est vrai que de toute façon, le jeu étonnant, c'est très spirituel comme phrase de toute façon, c'est pas une. Et on retrouve dans le soufisme, on retrouve dans tout ce que tu dis, et c'est vrai que quand on a ces appels de lieux comme ça qui nous appellent et où on arrive et où on se dit ben, c'est extraordinaire, il fallait que je sois là en fait. En fait, il y a des lieux où on se dit ben là voilà, je suis au bon endroit, au bon moment. Oui, tout à fait. Et on sent qu'il se passe des choses quand il y a donc on parlait de la création tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on est au bon endroit, au bon moment, ben voilà, là tout est ouvert et on est prêt à recevoir. Inch'Allah. Donc en tout cas, un très très bel ouvrage. On approche des fêtes de Noël, donc c'est un merveilleux cadeau. Si les gens peuvent te voir en dédicace, bah alors là c'est le top parce que c'est un cadeau personnalisé. La cerise sur le gâteau. Et vraiment voilà, un très très bel ouvrage. Comme tous tes autres albums, d'ailleurs, moi j'aime beaucoup ce que tu fais, tu le sais. Et d'ailleurs tu ne serais pas là si. Mais non mais c'est vrai que oui, mais voilà, c'est vraiment un ouvrage merveilleux, un voyage avec Rimbaud. Moi j'avais beaucoup aimé Le Voyageur, d'ailleurs on n'a toujours pas fait d'émission, donc il va falloir remédier à ça.
Mais tous tes ouvrages, c'est vrai que C'est Dadji, La gentil, force des femmes aussi, à fleur de peau. J'essaye quand même d'avoir un certain engagement dans les livres que je fais, en tout cas à mon niveau, encore une En fois. tout cas, moi qui te connais depuis pas mal de temps maintenant, et on te retrouve dans ces ouvrages. En tout cas, ils sont vrais comme toi, ils sont entiers et authentiques. Donc, Alors, pas toujours juste, mais en tout cas entier. C'est la volonté. Exactement. Mais c'est réussi. Merci beaucoup. Donc vous l'avez compris, un ouvrage à avoir dans sa bibliothèque, si on peut avec une belle dédicace. Je est un autre, un voyage avec Rimbaud à lire absolument. Et je suis persuadée que vous aurez vous aussi des suppositions, pourquoi pas, concernant Rimbaud. À très bientôt et merci beaucoup. Merci Joël. Merci. Et j'attends le prochain avec impatience. Ouais, merci infiniment. Merci à toi. Merci à toi. Non, merci. Non, à toi, merci. Non, merci. Vraiment à toi. Bon, ça suffit maintenant. Voilà. D'ailleurs, il n'y a plus de lumière. Je vais partir maintenant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.